Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Yo yo yo, content de vous retrouver pour ce podcast où cette fois on est juste les deux. Yves, comment ça va? Yes, ça va bien, merci, ça va bien. Et toi? Ouais, ça va bien. Ce matin, réveil un peu particulier. Là, le jour où on enregistre, donc on est le 24 février, ce matin, on voit que la Russie est franchement très violente avec l'Ukraine, on va dire, de notre point de vue en tout cas. Yeah. Et puis, ça pose plein de questions de se dire comment l'avenir va évoluer en Europe. Peut-être le moment où vous écouterez ce podcast, ça sera déjà une autre situation que nous, on n'a aucune capacité d'anticiper. On n'est pas du tout en géopolitique ici. C'est ça. Mais voilà, ça pose des questions quand même, ça, sur les motivations nationalistes aussi derrière, même religieuses d'une certaine manière. C'est quand même deux pays avec des religions d'État très fortes. Donc voilà, je sais pas. Situation particulière. Voilà, ça fait quelques secondes qu'on a commencé le podcast et on balance du lourd, on y va. Peut-être je vais le couper à la fin, on verra. Comment ça va toi? Mais pas mal, pas mal. Non mais t'as raison, c'est vrai, c'est un peu c'est clairement sur le devant là, de tout ce qui nous entoure aujourd'hui, en tout cas évidemment. Ça fait quand même quelques semaines, mois, qu'on sentait un petit peu une tension et puis on se demandait un petit peu quel était est-ce que ça allait se calmer, redescendre cette tension ou pas. Et puis là, il y a une décision très forte qui a été prise par la Russie et puis ça pose plein de questions comme tu le dis. Ouais. Donc ça marque la journée sur laquelle on enregistre ce podcast. C'est clair. Mais à part ça, pour introduire le thème, c'est aussi la dernière fois que j'ai une rentrée universitaire de ma vie. Yeah. Dernier semestre. Après, c'est le travail. Et du coup, parlons-en. Le travail. Qu'est-ce que c'est? Très bonne transition, Seb, très bonne transition. Yes, merci, je l'ai beaucoup travaillé. Mais du coup, vraiment aujourd'hui, on va simplement parler du travail, du bien commun, peut-être un peu d'argent aussi. On verra, mais du coup, ouais, je sais pas, on discutait un peu, puis on se disait, mais ça serait important d'en parler, genre, c'est quand même assez important dans notre quotidien pour beaucoup. Enfin, je lisais même dernièrement, si ça se trouve, en fait, tu passes plus de temps avec tes collègues de travail qu'avec ta femme ou ton mari. Très probablement. Et du coup, c'est quand même hyper important dans notre quotidien, quoi. C'est vrai. Et ouais. Je dirais même plus que ça, en fait, quand tu rencontres quelqu'un, ça fait quand même partie du top 5 des questions que tu vas poser. Hein. Je veux dire, en général, on commence par un truc bonjour, enchanté, bienvenue, je ne sais pas. On parle peut-être un petit peu de la météo, mais très rapidement, on en arrive sur qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait. Et la question de l'emploi, du travail, de la carrière, c'est des questions qui sont devenues quasi identitaires. D'ailleurs, toi, tu vas arriver peut-être bientôt à la fin de ce semestre, ce sera vraiment sur le devant pour toi. Mais si tu n'as pas une réponse claire à ça, souvent, tu es aussi un petit peu mal à l'aise. Si, par exemple, tu es dans une période de chômage ou une période de transition, ou Janet, mon épouse, elle a décidé d'arrêter de travailler après la naissance de nos jumeaux. Et puis, là aussi, elle disait, en fait, c'est fou parce que quand les gens, tu les rencontres, puis ils disent, qu'est-ce que tu fais? Puis tu dis, en fait, je m'occupe de mes enfants pour le moment. En fait, tu te sens un petit peu d'une classe différente, on va dire. Ouais, c'est ça. Genre, c'est pas un travail. Mais va voir dans la famille si c'est pas un travail d'avoir 4 petits-enfants en bas âge. Non, mais c'est ça. Donc, le travail, comme tu dis, c'est important d'en parler parce que c'est là, c'est sur le devant. On se pose tous beaucoup de questions sur le sens de notre vie. Donc, on cherche, ça c'est aussi des statistiques, hein, les jeunes générations cherchent du sens dans leur travail beaucoup plus qu'avant. Avant, on cherchait peut-être de la stabilité, de la sécurité, des finances. Maintenant, on cherche beaucoup plus du sens dans notre travail, mais on y est tous confrontés. Donc, on cherche du sens, on cherche des fois aussi un revenu. On cherche ça à l'université. Quand tu finis l'université, c'est aussi quand même une question. Tu dis, j'ai pas fait toutes ces études pour gagner trop peu quand même. C'est ça. J'ai certaines, ce qu'on appelle dans le monde professionnel des prétentions salariales. Donc, ça nous occupe, même si on s'en rend pas compte. Puis moi, ce qui m'intéressait d'en parler avec toi, c'est en fait juste de poser des questions peut-être un peu sous-jacentes, des questions qui sont peut-être moins sur le devant. On parle, comme on vient de le dire, régulièrement du travail, mais pas forcément
du sens du travail, pas forcément de la place du travail, justement de notre construction identitaire, pas nécessairement de notre lien au travail, le travail, notre travail au lien avec le reste, le bien commun. Ouais. Donc c'est cool qu'on puisse parler de ça à fond. À fond. Mais je trouve intéressant la question générationnelle que tu évoquais un peu avant. Il y a une femme hyper intéressante qui s'appelle Emmanuelle Duhay, qui a fondé aussi The Boson Project à Paris, qui parle des différentes générations au travail, du monde du travail. Puis justement, elle disait que, en gros, la génération de nos grands-parents, ce qu'ils recherchaient, c'était un peu plus la stabilité. Je veux dire, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça. Tu te dis, mais en fait, là, il faut reconstruire, il faut une certaine stabilité. Et puis ensuite, la génération de nos parents, grosso modo, c'était un peu plus la carrière. Et ok, je vais rester dans cette entreprise tant de temps, je vais avoir telle responsabilité, etc. Puis aujourd'hui, pour beaucoup qui sortent de l'Uni, c'est genre, en fait, limite, il y en a beaucoup ici, mais en fait, presque je m'en fiche de combien je vais gagner. Ce que je veux, c'est juste que ça fasse du sens, en fait. Mais qu'est-ce que c'est ce sens? Qu'est-ce que c'est ce récit? C'est vraiment une question de fond qui est hyper intéressante à creuser, autant à l'échelle... on va dire plus globale ou sociale qu'à l'échelle individuelle. Mais voilà, mais en vrai, je trouve rigolo que je me disais en préparant cet épisode, genre, ok, on va parler du travail, mais les deux, genre, ok, on travaille, mais on fait pas non plus les jobs les plus standards du monde. Genre, moi, je suis encore étudiant, donc pour beaucoup de gens, je travaille pas. C'est une évidence. Et c'est vrai que mon salaire se résume à des crédits universitaires. Je peux pas acheter beaucoup de choses à Migros avec ça. Mais, et puis, toi, t'es pasteur. Aujourd'hui, ouais. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir rapidement, comment est-ce que tu considères ton travail de pasteur? Ok. Si tu me permets, avant, rapidement, c'est vrai que je suis pasteur aujourd'hui. Ça fait maintenant... bref, j'ai plus en tête exactement, mais bientôt une dizaine d'années que je suis dans ce qu'on appelle les métiers d'église. Et puis, mais avant ça, j'ai eu quand même des boulots. J'ai été animateur socioculturel. J'ai travaillé aussi dans l'administration un petit moment, ou en tout cas dans tout ce qui est métier de bureau, on va dire. Et en fait, c'est assez intéressant. Dans mon CV, il y a quand même pas mal d'expériences professionnelles qui précèdent ça, mais j'ai été prof aussi un temps. Tiens, j'avais oublié celle-ci. Le gars a fait tous les métiers du monde, vraiment. Mais c'était un petit peu dans cette construction un petit peu identitaire, cette recherche de ok, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux m'arrêter. Et en fait, j'ai mon projet, si on peut en parler comme ça, quand j'étais à la période universitaire, mon projet c'était de pouvoir être prof. Prof principalement post-obligatoire, donc ce qu'on appelle en Suisse en tout cas, dans notre région à nous, le gymnase. Et puis ça, c'était mon idée. Et en parallèle, sans rentrer dans les détails, il y avait la possibilité de m'investir un petit peu plus dans le cadre de mon église, auprès de la jeunesse, de l'enfance et de la jeunesse. Et puis en faisant ça, il y a vraiment eu un amour qui s'est développé pour cette réalité. Alors cette tranche d'âge, j'y étais déjà un petit peu de toute façon, hein. Je voulais être prof auprès des jeunes adultes, donc c'était un peu le même groupe, on va dire, la même population. Mais par contre, là, il y avait la possibilité de pouvoir allier aussi les questions de foi, les questions un petit peu... moi, j'aime bien accompagner les gens sur des questions existentielles, des questions de vie, voilà. Et je trouvais fascinant de pouvoir le faire de cette façon-là. Donc, c'était pas tellement une vocation, quelque chose que je savais depuis que je suis petit, que je ferais pasteur ou un métier d'église. Mais c'est plus, ça s'est donné. On m'a proposé de commencer à la fin de mes études je crois que j'ai commencé avec un 30%. Et puis ensuite, quelqu'un d'autre m'a appelé pour compléter ça avec un métier, une formation dans un cadre chrétien où j'allais encadrer justement une classe. Et puis c'était un autre pourcentage qui venait compléter un petit peu ce 30%, puis petit à petit le 30% a pu monter à du 50%, puis finalement à du 70%, et puis et là il y a vraiment eu cet amour là. Et puis en fait à la fin de ce parcours pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, c'est vrai que on a eu, parce que c'était un projet de famille, mais on a eu l'envie de pouvoir vraiment avoir une église qui reflète un peu notre ecclésiologie, ça c'est un gros mot, hein, mais ça veut dire notre vision de l'église, notre compréhension de l'église, notre approche de l'église, une église qui nous ressemble, une église qui fait du sens dans sa forme pour nous. Et puis du coup, on a
ce qu'on appelle implanter une église. Donc, on a vraiment commencé une église de zéro. Et aujourd'hui, je suis le pasteur de cette église avec d'autres aussi. Et puis, donc, c'est ça, mon métier aujourd'hui, c'est ça le parcours. Ouais. Et c'est un métier très particulier, comme tu dis. Ouais. Et est-ce que tu serais d'accord d'expliquer rapidement en 30 secondes, en fait, à quoi ça consiste un travail de pasteur comme toi, tu le vis? Ouais. Parce que quand j'étais enfant, je me disais, ah, mais en gros, le pasteur, il vient parler le dimanche matin. Puis après, je sais pas, il est de son bureau. Ouais, c'est bien. Et on apprendra à le connaître. Ça. Non, en fait, c'est un peu plus que ça quand même. Mais du coup, c'est quoi? Alors, il n'y a pas un cahier des charges pour tout le monde le même. Ça dépend vraiment de l'église, de notre personnalité aussi, de ce qu'on a envie et puis ce qu'on peut faire en fonction des contextes. Mais moi, ce que j'aime bien dire, puis quand on me demande un peu d'expliquer, j'aime bien dire que je suis ce qu'on appelle en anglais un community builder. Donc, je suis quelqu'un qui doit construire une communauté. Je suis quelqu'un qui doit permettre à une communauté de se vivre. Et du coup, en fait, c'est très, très divers, c'est très, très varié ce que je dois faire. Cette communauté, elle a des éléments qui sont des points d'ancrage, comme le culte du dimanche, justement. Ouais. Donc, je dois m'assurer qu'un culte du dimanche soit proposé, soit coordonné, puisse être vécu, parce que c'est un élément rassembleur. Ensuite, je dois accompagner les gens. Ça, c'est un autre élément qui est fort dans le métier des pasteurs. Donc, accompagner les gens dans leur vie. Ce qu'on appelle des rencontres pastorales, c'est quand les gens veulent nous rencontrer, des rendez-vous, des questions, mais aussi des éléments de la vie comme des naissances, la question des baptêmes, des décisions de suivre Jésus, la question des mariages, la question des enterrements, ce qu'on appelle les actes pastoraux. Ça prend aussi du temps. Et puis finalement, pour rendre cette vie de communauté possible, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et ça dépend, comme je le disais avant, de toutes les églises. Mais moi, je me vois beaucoup à essayer d'organiser un petit peu ce que notre communauté vit, les gens qui portent des responsabilités dans notre communauté, les accompagner, rendre ça possible, communiquer là autour. Donc ça peut être très divers et varié en fonction des pasteurs. Mais moi, du coup, ça ressemble beaucoup à un entrepreneur qui doit faire tourner une communauté avec beaucoup de monde aujourd'hui pour nous et du coup beaucoup de dynamique aussi. Voilà, je peux dire ma semaine type si tu veux, mais ça c'est un peu ce qui occupe mon travail. Intéressant, en tout cas, j'espère que, chers auditeurs, auditrices, ça vous aidera à mieux saisir ce que fait un pasteur dans son quotidien. En tout cas, on peut clairement s'imaginer. Mais hyper intéressant, et je crois aussi aujourd'hui, toi, j'imagine, tu trouves clairement un sens dans ce que tu fais. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne trouvent pas forcément beaucoup de sens à leur travail. C'est vrai. Et en fait, je ne sais plus, il y a quelques années, il y avait une statistique qui était sortie que grosso modo en Europe, seulement 13% des gens se lèvent le matin en se disant qu'ils seraient juste allés au travail. C'est vrai. Et donc ça veut dire que 87% n'ont pas forcément cette motivation-là et ne trouvent pas forcément de sens à vraiment se lever pour aller au travail. Et je suis là, waouh, c'est ouf. Enfin, du coup, finalement, on y contribue. C'est souvent ce qu'on appelle les jobs alimentaires, de se dire, ok, en fait, j'ai une famille, je peux pas les abandonner, il faut que je continue à bosser pour ça, ou bien on bosse comme des fous, juste pour après se payer des vacances incroyables, pour déconnecter un maximum, etc., pour être dans une bulle. C'est beaucoup de questions, j'ai l'impression, aujourd'hui autour du travail, et finalement, j'ai l'impression que ça touche aussi plus ou moins tous les métiers, dans le sens autant on va dire dans le ministère, ce qu'on appelle aujourd'hui un ministère, c'est cette idée de travailler parmi les chrétiens pour, grosso modo, c'est toujours difficile d'utiliser, ok, comment est-ce qu'on utilise le patois de Canaan ou pas, c'est un peu, mais pour faire grandir le royaume de Dieu. Et puis en fait, je suis là, mais on est tous appelés au royaume de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça sera peut-être un peu plus tard. Mais du coup... Mais pour revenir, je reviens sur ce que tu disais avant. En fait, c'est vrai qu'il y a cette tension. Puis alors, il y a différentes statistiques. J'ai dit c'est vrai sur les 13%. Voilà, j'ai vu des statistiques qui allaient dans cet ordre d'idées avec finalement une faible minorité de personnes qui trouvent du sens et qui se réjouissent dans leur travail. Pour beaucoup, le travail, c'est quand même un peu plus une obligation qui est plus ou moins mal vécue. Il y en a certains pour qui c'est vraiment pénible. Puis moi, j'ai travaillé un temps au McDo, j'ai rencontré une dame, ça faisait 17 ans qu'elle travaillait au McDo. Wow. Mais en fait, pour elle, c'était pas du tout pénible.
Ouais. Elle était contente, alors elle trouvait pas du sens à son travail, c'était pas une personne de carrière, mais elle disait en fait ça me permet de soutenir la vie de mes enfants, ça me permet d'avoir des horaires relativement flexibles que je peux changer en fonction des saisons de la vie de mes enfants et j'ai pas besoin de me prendre plus la tête, je réfléchis pas, elle était en cuisine constamment, puis elle disait moi je fais mes hamburgers et puis c'est bon, je rentre à la maison. Donc elle voyait pas forcément du sens, mais c'était pas nécessairement pénible non plus pour elle d'avoir ce travail-là. Donc je dirais que on a aussi cette partie-là de la population qui ne se lève pas forcément réjouie d'aller travailler, mais pour qui c'est pas non plus trop difficile. Ouais. Pour moi, ce qui est intéressant là, c'est plutôt de parler justement de la relation qu'on a au travail. Quelles sont nos attentes face au travail? Pourquoi est-ce qu'on travaille finalement? Quelles sont nos motivations pour travailler? Et en fait, je pense que là, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Parce que on est dans une société de l'urgence, on est dans une société où tout va toujours plus vite. Et puis, il y a une réalité qu'on a beaucoup mis en avant, je dirais, ces 10 dernières années, grosso modo, qui est la réalité de la surcharge professionnelle, qui peut des fois amener jusqu'au burn-out, qui est un mot qui est des fois peut-être un peu trop rapidement employé, qui est un mot qui est aussi un mot très très large. Tout le monde ne fait pas le même type de burn-out, mais c'est quand même un peu une des nouvelles maladies, ou en tout cas une maladie récente qu'on parle de plus en plus. Quelqu'un disait sur la question générationnelle, nos parents avaient peur du cancer, nous on a peur du burn-out, les maladies physiques ou les maladies plutôt psychiques. Et aujourd'hui c'est vraiment là, mais il y a aussi ce burn-out qui arrive de plus en plus, qui est en fait juste cette apathie un peu face au travail, cette perte de sens. C'est pas une surcharge, mais c'est juste, tu sais, on devient mou en fait, on devient, il y a plus rien, on perd de la motivation, ce qui peut à certains égards faire penser à un burn-out, hein, une peine à se motiver, une peine à sortir, une peine à trouver un rythme, une peine à faire ce qu'on a à faire. Mais en fait c'est pas du tout la même réalité qui amène ça. Et ces maladies sont des maladies qui arrivent de plus en plus. Et à mon avis, là, la question fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'on travaille ? Quel sens on trouve à notre travail ? Vraiment. Et je crois que c'est des questions qu'on oublie de poser, et en particulier quand on recherche un travail, quand on finit nos études, quand on est dans une phase de réorientation pour une raison X ou Y. Je crois que c'est des questions qu'on doit aborder, en fait. Ouais, à fond. Mais par rapport au burn-out, je trouve intéressant, il y a justement cet auteur qui avait sorti un livre qui avait beaucoup fait parler de lui. Je l'ai acheté, je voulais le lire pour l'épisode, je ne l'ai pas fait. Mais en gros... On te pardonne, Seb. On te merci, pardonne. ça va. Non, mais qui s'appelle Bullshit Jobs, écrit par David Graeber. Donc, comment il a été traduit en français ? Job de merde ? Job à la con. Ah, job à la con, ok. Alors, je crois le titre, c'est toujours Bullshit Jobs, mais ensuite, il utilise, le traducteur a utilisé Job à la con. Enfin, voilà, c'est une étude relativement controversée. Je lisais un peu la table des matières, puis ce mec, il devait être un peu cynique quand même. C'est un peu ce truc. En fait, t'as genre plus ou moins 5 catégories de bullshit jobs différentes. T'as genre les sparadraps, les esclaves, les trucs comme ça. Wow. Ok, bon. Mais il y a vraiment cette idée que, selon lui, dans sa lecture du monde, qu'en gros, il y a des métiers qui sont importants d'un point de vue productif, dans le sens... c'est difficile de faire tourner la société sans dockers, sans camionneurs, sans agriculteurs ou comme ça. Donc, eux qui ont une action directe. Et puis ensuite, il y a tous les métiers, justement les bullshit jobs, il appelle ça, qui sont là un peu pour affiner les choses ou pour décharger des responsabilités ou simplement pour gagner encore plus d'argent ou comme ça. Et puis, ce qu'aujourd'hui, on pourrait appeler l'école blanc. Donc, simplement... on lui catégorise là-dedans tous les avocats, les financiers, les banquiers, etc. Et alors justement, c'est une lecture que je trouve personnellement relativement cynique par rapport au monde, mais ça pose quand même la question de, ok, quel sens est-ce que je trouve dans ce que je fais ? Et puis, j'avais commencé un autre livre, ça s'appelle « Éloge du carburateur », qui a été écrit par un philosophe... américain, je donnerai la référence à la fin, qui a fait un doctorat en sociologie à Chicago, etc. Et puis, qui a bossé 5 mois dans un think tank, donc un groupe de recherche, d'influence, avec souvent beaucoup de réflexions qui se fait dans ces groupes-là. Puis au bout de 5 mois, il était là, mais en fait, il ne faut aucun sens de ce que je fais. Je vais faire réparateur de moto.
Yes. Et le gars, donc après des années de recherche, etc., s'est dit, je vais ouvrir mon atelier de réparation de moto. Yes. Et encore aujourd'hui, il est réparateur de moto et philosophe, donc il continue à écrire des livres plus ou moins. Magnifique. Mais il est là, en fait, j'avais juste l'impression, dans ce think tank, d'être simplement employé, mais d'avoir presque plus une compensation pour mon malheur et le non-sens que je trouvais, que vraiment un salaire. Et pour lui, le salaire, c'est l'idée de... En fait, j'ai rendu service, du coup, quelqu'un me paye vraiment ce service. Intéressant. Et puis, il y a vraiment cette idée de reconnaissance, où tu vois concrètement pourquoi tu as aidé telle ou telle personne. Et puis, lui, il retrouve ses relations en tant que réparateur de moto avec les gens qui viennent réparer leurs engins chez lui, quoi. Mais ce que tu dis, je trouve, c'est vraiment, ça complète extrêmement bien ce que je disais, parce qu'à mon avis, la première des questions, la question fondamentale, c'est la question de notre relation au travail. Pourquoi on travaille? Quel est le sens qu'on donne à notre travail? Et dans ce sens-là, alors sans avoir lu Bullshit Jobs, je pense que si on arrive à trouver du sens à ce qu'on fait, en fait, le job n'est plus un bullshit job. C'est un job qui vient et puis qui nous aide à faire du sens. Tu vois, tout le monde n'a pas envie d'être réparateur moto. Ouais. Mais en fait, si tu trouves du sens, puis si ça t'épanouit, c'est très bien en fait. Puis on a besoin de réparateur moto. Puis c'est pas grave. Mais le deuxième élément que tu as aussi touché, et un élément vraiment important là-dessus, c'est aussi le développement de la société en fait. Et ça, à mon avis, alors il faudrait qu'on prenne du temps pour en parler. Peut-être à une autre occasion, mais à mon avis, c'est aussi une suite un peu de la société industrielle, du passage à cette société industrielle avec ce Ford et puis le fameux travail à la chaîne, et puis on décompose tout, tu vois, des process qui étaient compliqués en plein de petits process. Puis aujourd'hui, on met plein de gens qui font un petit process dans cette grande chaîne générale. Alors on les voit bien dans une idée de chaîne de montage, mais en fait, la société a évolué vers un fonctionnement de ce type-là, où justement on se retrouve avec des gens qui font des jobs c'est peut-être beaucoup plus difficile de comprendre le sens. Ouais. Je pense par exemple typiquement le gars qui fait que de transporter le lait entre le producteur et puis le distributeur. Bah en fait, au bout d'un moment, tu peux dire est-ce que vraiment ça fait du sens en fait de faire ça? Et est-ce que je trouve du sens à ça? Et ça, c'est aussi une question peut-être de développement sociétal. C'est moins une question personnelle, mais c'est aussi une question importante. Et je pense que ça, c'est aussi assez important d'en parler. À fond. Mais je crois qu'avec ces deux grandes sphères, on peut dire. Ça amène un petit peu les deux grandes questions, je crois qu'on veut parler. La première des questions, c'est le sens, le pourquoi, et c'est peut-être une question plus individuelle, personnelle. Chacun va y trouver des réponses différentes, puis c'est tout à fait OK. Puis il y a un deuxième temps, c'est un petit peu le sens de notre travail dans le monde, ce qu'on peut appeler aussi le lien au bien commun. Absolument, absolument. Non, mais c'est clairement ça, et je crois que ces deux échelles de réflexion, on va dire, c'est important de les penser en parallèle aussi, parce que c'est pas forcément parce que j'ai l'impression de contribuer à fond au bien commun que mon job est forcément très épanouissant, et l'inverse non plus, c'est pas parce que mon job est méga épanouissant que je participe à fond au bien commun. Et du coup, je pense qu'il y a une question d'équilibre aussi un peu à voir par rapport à ça. Puis pour revenir peut-être un peu plus on va dire au monde chrétien dans lequel on baigne, j'ai l'impression que caricaturalement, il y a un peu deux types de jobs. Il y a ceux qui contribuent à la société, qui gagnent leur argent, et puis qui du coup donnent leur dîme ou plus à des églises ou à des œuvres caritatives ou des œuvres chrétiennes ou comme ça. Et puis il y a ceux qui sont vraiment dans le ministère, qui travaillent vraiment pour Dieu, et puis qui sont pasteurs, missionnaires, machin. Et puis je suis là, mais cette vision, autant je trouve cool d'exercer sa générosité, puis de se dire, en fait, je contribue aussi au royaume de Dieu, mais en fait, je suis là, peut-être c'est plus large que ça. Je pense qu'il y a aussi une réflexion où, en fait, on est tous d'une certaine manière appelés au ministère et dans notre travail. Et je pense que c'est pas juste être une bonne personne dans son travail, mais aussi comment est-ce que je contribue à une plus grande échelle au bien commun. Je pense... Ouais, c'était juste un peu cette réflexion de Paul qui était faiseur de tentes, tu vois, qui finalement s'autofinançait et puis qui lui donnait aussi une liberté énorme après de son ministère d'être.
de dire ce qu'il voulait. Finalement, il dépendait de peu de dons autour de lui. Mais il y avait une grosse charge aussi. Bref, mais qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, moi, je trouve vraiment intéressant parce que tu fais référence à Paul, ce personnage qui a écrit la moitié du Nouveau Testament et qui, effectivement, avait un métier. Un métier qui n'était pas lié, on va dire, à son rôle là, de rédacteur du Nouveau Testament ou alors à son rôle d'implanteur d'église. Il a lui-même dit qu'il était l'apôtre des nations. Donc, il allait parmi ce qu'on appelle les gentils, donc les gens qui n'étaient pas dans le contexte juif de l'époque, pour amener le message de Jésus-Christ. Et puis en même temps, son boulot à lui, c'était faiseur de tentes. Ce qu'il y a d'intéressant peut-être, et je crois qu'on redécouvre aussi, c'est la dimension des saisons. Ça veut dire que si on étudie, alors effectivement, Paul avait un métier, faiseur de tentes, qui l'a aidé, mais en fait, par saison, il a aussi été soutenu par les églises. Notamment dans des saisons où il était en prison ou des choses comme ça. Donc, ce n'était pas uniquement son métier de faiseur de tentes qui a subvenu à ses besoins, mais par moments, ça lui suffisait. Puis par d'autres moments, il avait besoin tout ou en partie de l'aide des communautés. Et on voit aussi cette réalité-là, donc comme une relation, on va dire, en saison. Puis je trouve ça assez intéressant aussi aujourd'hui. Parce que si on pense nos grands-parents ou nos parents, ils avaient souvent un métier principal qui, la plupart du temps, à moins qu'il y ait une case de parcours, allait les accompagner toute leur vie. Puis c'était leur métier. Puis là, du coup, la question identitaire par rapport au métier, on le comprend bien. Mais aujourd'hui, on a de moins en moins ça. Aujourd'hui, je crois que statistiquement, grosso modo, à tes 30 ans ou à tes 27 ans, tu as déjà fait 7 métiers différents. Et puis en fait, voilà, tu penses à ton parcours en disant, pour 5 ans, une fois que j'ai fini mon master, mon bachelor, je vais rester dans cette boîte. Peut-être qu'après, je vais aller ailleurs. On a aussi, alors ça, c'est peut-être aussi très propre à nous, ici en Occident ou en Suisse en tout cas, une démarche de plus en plus entrepreneuriale, avec des gens qui disent, je vais commencer dans un business au départ pour me faire un petit peu mes repères, mes marques, tout ça. Mais après, j'aimerais lancer moi mon business, j'aimerais moi ouvrir quelque chose. Donc, il y a aussi cette dimension-là. Et je trouve que c'est intéressant aussi de voir un petit peu cette réalité-là où on pense aujourd'hui notre métier très, très différemment. Donc, du coup, un peu moins identitaire. Pourtant, toujours, c'est quand même quelque chose quand on commence, on doit le dire, on doit, voilà. Mais une identité du coup qui va peut-être évoluer avec le temps, un métier qui va évoluer avec le temps, une recherche de sens là-dedans. Et je pense que comme tu le disais très très bien, les chrétiens, là-dedans, il y a une tension supplémentaire. Il y a une tension supplémentaire parce que justement, c'est de savoir est-ce que je travaille pour le royaume de Dieu ou est-ce que mon travail, c'est un travail juste pour moi. Dans quel cas je dois un peu m'en vouloir parce que je suis un petit peu égoïste, mais en même temps c'est pas si mal parce que je peux me faire de l'argent puis du coup je peux soutenir ceux qui travaillent. Et je pense que c'est une mauvaise vision, clairement, des choses. Je pense que c'est une vision déjà qui n'est pas biblique. Comme on en a parlé avec Paul, qui avait un métier très, très spécifique et puis qui avait des saisons très spécifiques. En fait, Jésus avait un métier. En fait, d'autres avaient des métiers. La plupart ont eu des métiers. Des fois, des métiers qui ont évolué. Je pense même dans l'Ancien Testament, avant l'arrivée de Jésus-Christ, on a eu la figure de David, qui est une figure extrêmement connue, qui est un grand roi. Mais avant d'être roi, il a été berger. Et puis, c'est OK, en fait. Il a été un temps... Et puis, après avoir été berger, il a servi le roi qui le précédait, qui s'appelait Saül, où il travaillait dans la cour du roi Saül en tant que musicien et en tant que guerrier. Ça, c'est assez surprenant aussi. De temps en temps, il jouait de la harpe pour le roi, puis de temps en temps, il allait à la guerre pour le roi. Puis après coup, il est devenu roi pour faire très vite, mais c'est intéressant. Ouais, c'est ça. On a ces figures-là. Un autre gars comme Joseph qui a travaillé pour Pharaon, qui a permis à l'Égypte de passer par une période difficile. Donc, je pense qu'on doit réaliser que le cœur de Dieu, dans la Bible en tout cas, tel qu'il il se révèle, la Bible est une révélation de Dieu, tel qu'il se révèle dans la Bible, en fait, il y a vraiment de la place pour des métiers. Et je pense, ça c'est peut-être mon cœur de pasteur qui parle, mais il faut qu'on enlève cette mauvaise dichotomie de dire il y a des métiers qui sont pour Dieu, et puis il y a des métiers qui sont pas pour Dieu. Des fois on dit les métiers du ministère, et puis les autres dans le monde séculier. Et je pense que non, en fait, on est tous appelés à faire quelque chose. Puis ça, je crois que c'est intéressant d'arriver à là. À fond, mais vraiment, je crois il y a cette idée où on a séparé, ça vient d'une autre dichotomie, je dirais, un peu de ce qui est spirituel et ce qui est pas spirituel. Complètement. Et
prêcher sur scène le dimanche matin, c'est spirituel. Mais par contre, faire la vaisselle dans tel restaurant, c'est pas spirituel. Et en fait, il y avait cette dichotomie. Tu en avais parlé une fois de ce prêtre qui voyait vraiment comme une louange du fait de contribuer à la... je me rappelle plus, mais simplement en travaillant pour le monastère dans lequel il était, en fait. C'est ça, cultiver la présence de Dieu. Puis pour lui, en fait, c'était un moment tout aussi sacré. Voilà. Son temps de travail où il travaillait dans les cuisines, c'était tout autant sacré que le moment où il était en train de prier, ou même pour lui, c'était un prêtre catholique, le moment où il prenait la communion, qui était un moment éminemment important dans le sens de ce moment. Mais je pense que ça, c'est une dichotomie. Puis c'est vrai, ce que tu dis, le spirituel, pas spirituel, pour moi, ça va aussi avec une autre grosse dichotomie qu'on a fait, qui est assez surprenante entre le sacré et le profane, ou le sacré et le non sacré. Et on a aussi cette idée un petit peu comme ça. Et on peut l'expliquer, on peut le comprendre. Puis en même temps, encore une fois, dans une lecture biblique des choses, en fait, cette dichotomie, elle vient à disparaître, en fait. C'est quelque chose de vraiment intéressant à voir, et on ne va pas rentrer dans les détails théologiques maintenant, mais je pense il y a un héritage de cette dichotomie qui se manifeste même dans notre relation au travail, en fait. Mais si je ne me trompe pas, peut-être tu me corrigeras, mais ça vient un petit peu de cette pensée grecque que le corps est cher et puis simple, et que l'esprit est au-dessus du corps et puis mérite beaucoup plus d'attention et est plus noble d'une certaine manière. Et puis, c'est comme si on avait utilisé ça pour plusieurs choses aussi encore aujourd'hui, de cette pensée grecque où en fait, peu importe, par exemple, avec qui je couche, dans le sens qui avec mon corps est, mon esprit n'est pas forcément influencé par le corps. Puis en fait, dans la pensée hébraïque, si je me rappelle bien, il y a pas cette distinction entre le corps et l'esprit. Et puis qu'en fait, tout est un, et c'est aussi là-dedans que Paul invite à ce que notre corps soit le temple du Saint-Esprit. Tout à fait. Oui, je pense alors il y a une influence, il y a une forte influence de la pensée grecque par rapport à ça. C'est la question de la vertu, la question de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. On le trouve très très fort, notamment chez les Socratiques, donc toute cette période-là, 4 siècles avant Jésus-Christ, très très marquée. Et il y a vraiment, comme tu dis, cette idée que le corps, la chair, c'est un petit peu inférieur, et puis l'esprit un peu supérieur. Et puis du coup, on va plutôt s'intéresser à l'esprit, à ces choses-là. Il y a aussi cette idée un peu que la chair, on peut se faire avoir dans notre chair, on peut se tromper, alors que dans notre esprit, c'est là que les vraies choses sont, le monde des choses réelles. Donc il y a tout cet héritage-là. La pensée hébraïsante ou hébraïque nuance différemment. Il y a quand même une distinction entre le corps et l'esprit, mais c'est, comme tu dis, il n'y a pas une annulation de la distinction, mais il n'y a pas une hiérarchie entre les deux de cette façon-là. Et puis, peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est quand même que de rappeler, si on utilise ça, si on est influencé par cette pensée-là, il faut quand même se rappeler que Dieu s'est incarné. Ça, c'est quand même au cœur du message chrétien, que Dieu est venu puis s'est fait chair. Et du coup, il a pas honte. Et puis qu'en fait, il nous a créés tel qu'il nous a créés, il nous a formés. Quand on revient au récit de la Genèse, au début de l'humanité et du monde, en fait, Dieu nous a créés et il nous a fait aussi avec un corps, et c'était très bien. Quand il a créé, il a dit c'est très bien, en fait. Et ça, je pense que c'est des notions qu'on doit recapturer quand on réfléchit à ces choses-là. En fait, cette hiérarchie n'a pas lieu d'être. Dieu s'est incarné. Dieu, sur terre, avait un travail. Donc, c'est des choses qu'on doit réaliser, recomprendre. Et je crois que dans la Réforme, dans la Réforme, il y a vraiment eu cette intention aussi de rappeler ça, qu'on peut tout faire pour Dieu et que notre travail peut être pour Dieu. Et ça, c'est fascinant parce qu'en fait, ça revient à ce que moi, puis d'autres avant moi, ont appelé le mandat culturel. C'est que justement, au tout départ, dans le récit de la création du monde, Dieu fait l'homme et la femme à son image, donc corps aussi, c'est ça, à son image, mais il leur donne une mission aussi. Et ça, c'est peut-être intéressant aussi par rapport au travail. Il leur dit allez, et puis maintenant, alors le mot c'est rule en anglais, dominer. En français, ça dépend un peu des traductions. C'est un mot qui est très très riche, qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Stewardship, il y a aussi cette idée. Exactement. Mais en fait, en gros, il leur dit que vous êtes responsable de ce que vous allez faire avec ce que je vous ai donné.
Ouais. Et à quelque part, le jardin d'Éden était un cadre magnifique, mais c'était pas un cadre parfait. Et ça, j'aime bien peut-être nuancer les choses. Quand je dis pas parfait, ça veut dire c'est pas un problème de péché, d'erreur, de mauvaises choses, mais c'était plutôt, moi j'aime bien dire, c'était comme s'ils avaient toutes les palettes pour faire un magnifique tableau, mais le tableau n'était pas encore achevé. Ouais. Parce que sinon, il l'auraient pas donné quelque chose à faire. Ouais, Et en fait, il leur dit maintenant, cultivez cette terre, donnez un cadre pour cette vie, pour que la vie puisse continuer en fait à fleurir là au milieu. Et du coup, c'est ce que j'appelle le mandat culturel. Et il y a vraiment une mission, il y a un travail qui est donné et qui est un beau travail. Ouais. Un travail qui fait du sens. À fond. Un travail qui va les aider à s'épanouir dans qui ils sont. Et je pense que ce travail, c'était pas, là, pour très très clairement, c'était pas un travail pour Dieu. C'était pas un travail d'être des prophètes ou d'être dans le temple. Il n'y avait pas de temple, il y avait le lien direct avec Dieu. Il n'y avait pas besoin d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Du coup, ça c'est intéressant peut-être de récapturer cette idée. À fond. Et j'aime beaucoup souvent revenir à cette question de la Genèse parce que pour moi ça parle tellement de la nature de Dieu, de la nature de l'homme, de la création aussi là-dedans. Et au-delà de juste peut-être un conte ou une fable, il y a vraiment des choses profondes qui sont dites aussi là-dedans. Et ça me fait penser, encore une fois, à Jacques Ellul. je vous recommande vraiment, c'est Très très bon. petite parenthèse, je crois que j'ai jamais vraiment expliqué qui c'était, mais en gros c'était donc un homme protestant français qui est un grand expert de Marx et puis qui a enseigné pendant plusieurs années à Bordeaux. Et qui a aussi énormément écrit, un truc comme 60 livres, 1200 articles durant sa vie, et c'est des pavés. C'est pas genre j'ai écrit 80 pages sur la politique, c'est genre j'ai écrit 3 volumes de 600 pages sur la liberté, tu vois. Putain, what? Il y avait beaucoup à dire. Il y avait beaucoup. Non, mais quelqu'un vraiment brillant et très intéressant, puis qui était aussi chrétien et qui a beaucoup écrit sur des questions théologiques, etc. Donc, pour les gens qui étudient Jacques Ellul, c'est toujours difficile de le classer dans une catégorie parce qu'il était aussi docteur en droit, donc il était historien, penché sur le droit aussi, puis en même temps la théologie, etc. Donc, vraiment très large comme profil. Bref, et puis du coup, il a écrit plusieurs articles sur la notion du travail aussi. Et je vous recommande, il y a les éditions de la Table Ronde qui ont sorti plusieurs livres de lui. Je pense mon préféré, c'était La subversion du christianisme. Et puis, classique. Ouais, grand classique. Et du coup aussi, pour qui et pourquoi travaillons-nous Et je trouve hyper intéressant. Alors, de nouveau, c'est dans un contexte de la France des années 60-70, donc des fois, tu as des références à des événements ou des mouvements politiques, tu es là, je sais pas, jamais entendu parler de telle ou telle chose. Ça devait faire sens à l'époque. Ouais, c'est ça. Puis lui, il est assez vigoureux aussi de sa manière d'écrire, donc pas prendre tout parfaitement à la lettre, mais très intéressant. Bref, pour revenir, parenthèse fermée, dans ce livre, il parle justement que, finalement, au Moyen-Âge, beaucoup de chrétiens parlent du travail plus comme une conséquence de la chute qui est liée au péché. Et lui, dans son contexte ici des années 60-70, à ce moment-là, pour lui, il voyait chez beaucoup de chrétiens le travail comme une vertu. Et dans le sens, il écrit quelqu'un qui peut-être a triché, a trompé sa femme, a dépensé trop d'argent, eh ben on va le pardonner parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Du coup, ça peut être quelqu'un de vertueux. Et je pense aujourd'hui, justement, ce contexte a changé parce qu'on est dans d'autres générations aussi. Et lui, il essaie de déconstruire ça un petit peu en disant, mais justement, dans le Jardin d'Éden, il y avait cette idée, Dieu donne si on veut, un travail à Adam et Ève en nommant les animaux. Et puis, finalement, il y a la chute. Et puis, l'homme, après la chute, dans ce contexte, le travail devient nécessaire et pénible. Et l'homme, il est obligé de survivre à la sueur de son front, contrairement au Jardin d'Éden. Et puis, du coup, finalement, ça nous ramène à une nécessité, à une certaine humilité aussi, je crois, dans ce cadre de ce travail, et pas forcément comme une vertu. Et on parle aussi plus tard dans les proverbes comme quoi il y a des condamnations des paresseux et des incitations vraiment au travail.
mais souvent ça renvoie plutôt à la nécessité de survivre pour ne pas dépendre des autres et puis être dans une certaine paresse. Et là, peut-être plus particulièrement aussi dans le Nouveau Testament, Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, que celui qui ne travaille pas ne doit pas non plus manger. Et du coup, ça nous rappelle une nécessité, mais pas forcément comme une vertu ou une valeur. Et du coup, la vertu ou la valeur, elle est plutôt dans les relations qui se font vraiment entre les gens que plutôt du travail de nos mains. Purement, enfin, on peut lire l'Ecclésiaste aussi pour ça, il est assez clair. Mais du coup, ouais, un petit peu ce sens du travail de trouver des relations, et puis que le travail, c'est peut-être juste pour nous rappeler notre condition humaine d'une certaine manière. Et puis juste aussi apprendre à travailler sous les ordres de certaines personnes. Et puis se dire, ok, je respecte parce que t'es le patron. Mais je pense, j'aime beaucoup ce que tu dis, puis je crois que si je pense simplement à quelqu'un qui bataille en ce moment, qui bataille avec cette idée de je sais pas forcément ce que je dois faire, ou bien je suis pas bien dans mon travail, ou bien justement j'ai pas de travail et je sens une pression de devoir avoir un travail. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites jusque-là, puis peut-être j'ai envie de je sais pas, synthétiser ou proposer quelque chose à ces personnes issues de ce qu'on vient de dire. C'est que tout d'abord, c'est pas une mauvaise chose que de vouloir un travail. On a été aussi créé avec cette idée de faire quelque chose, et puis on peut comprendre, on peut expliquer pourquoi il y a cette pression, mais en même temps aujourd'hui peut-être de penser en saison, de penser il y a une étape, il y a un premier travail, puis en fait toute mon identité n'est pas liée à ça. Ensuite, comme tu viens de le dire, et ça je trouve très très important, le travail comme apprentissage aussi. Ce que tu viens de dire là, en fait, en travaillant, même si c'est pas le plus ouf des boulots, même si c'est pas le boulot de ma carrière ou quoi, en fait, je peux apprendre des choses. Je peux apprendre une éthique de travail, je peux apprendre je peux acquérir des nouvelles compétences, je peux apprendre simplement à me soumettre. Je peux apprendre simplement à me soumettre, et j'en aurai besoin après. J'en aurai besoin. Ultimement, je devrais pouvoir me soumettre à Dieu, mais j'aurais besoin de me soumettre dans d'autres circonstances aussi. Donc c'est une bonne chose que d'apprendre à se soumettre, à travailler dans ce sens-là. Et peut-être pour terminer, en particulier à ceux qui sont chrétiens, qui se revendiquent chrétiens, peut-être de dire, en fait, il n'y a pas forcément besoin de faire cette dichotomie, est-ce que ce travail est pour Dieu, est-ce que ce travail n'est pas pour Dieu. En fait, tout ce que je fais, je peux le faire pour Dieu. Et cette dichotomie doit... Alors, on n'a pas été dans les détails de comment abandonner cette dichotomie ou qu'est-ce que ça veut dire, mais je pense que c'est déjà le premier présupposé. Puis moi, je le vois en tant que pasteur, des fois, je le rappelle régulièrement, c'est pas moi qui fais le boulot pour Dieu et puis les autres qui me soutiennent pour que je fasse le boulot pour Dieu. On fait tous le boulot pour Dieu, là où il nous a placés, dans ce qu'on a à faire. Donc voilà. Ça, je pense au niveau peut-être de cette sphère individuelle, ce premier temps-là, je pense que c'est des choses qu'on peut vraiment dire et de se poser ces questions. Et puis elles sont vraiment bonnes et légitimes, ces questions. Mais j'aime beaucoup comme tu parles. Enfin, pour moi, ça fait penser vraiment à être une bénédiction. Yes. Dans le sens, un ami me disait, mais finalement, une malédiction, ça nous isole et ça nous rend seuls. Et dans ce sens-là, un travail peut être une malédiction, je crois. Et même peut-être l'argent, si on n'arrive pas à le gérer ou comme ça génère beaucoup de situations comme ça. Yes. Et tout comme ça peut aussi être une bénédiction, où ça profite aux autres. Et à une échelle individuelle, mais je crois aussi à une échelle plus communautaire ou sociale. Et je crois que les chrétiens ont été hyper innovateurs aussi là-dedans, je pense particulièrement au monastère, peut-être pour finir un dernier exemple de cette idée où en fait, peut-être rapidement historiquement pour le contexte, il y avait les premiers monastères, comme on les appelle un peu aujourd'hui, sont apparus plus avec les pères du désert, donc en Égypte autour du 4e, 5e siècle. Et puis, où il y avait cette idée des règles de vie, et puis où on se construisait des règles pour discipliner notre corps, nos relations envers les autres, nos relations envers Dieu, et puis tout ça s'incarnait à travers des rituels très importants, etc. Mais ça s'organisait aussi. Et dans le sens que les premiers monastères, il y avait cette idée que l'Empire romain s'effondrait, et historiquement c'est effectivement ce qui s'est passé, où du coup les monastères étaient un peu à l'extérieur des villes, et les gens avaient une certaine réciprocité entre eux, ils étaient aussi autonomes en tant que communauté, mais en même temps il y avait toujours une relation avec les gens de la ville qui venaient des fois simplement pour chercher de la nourriture ou des fois pour une
certaine bienveillance spirituelle, des quêtes aussi, ou simplement des ressources intellectuelles aussi, vu que souvent c'était dans les monastères qu'on avait ça. Oui. Et du coup, un peu les premiers pères du désert, ils s'organisaient un peu en laura, on appelle ça, donc c'est proto-monastère. Puis ensuite, au 9e siècle, il y a eu la réforme avec des nouvelles règles monastiques, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les règles carolingiennes, et puis où il y avait cette idée d'être dédié à un lieu. Et puis que finalement, alors on a cette idée de Paul qui voyage beaucoup dans le Nouveau Testament, qui a traversé plusieurs fois la Méditerranée et tout, et là, les moines, ils étaient en fait littéralement ancrés dans un lieu, et en Irlande, par exemple, les premiers moines qui venaient vraiment en Europe continentale, c'était là, ok, on va venir ici et on va défricher, pendant 10 ans, on va peut-être abattre des arbres, faire de l'agriculture, accueillir des gens, et comme ça, on va amener aussi des bonnes choses pour la société, être une bénédiction pour l'ensemble. Et ça a été des fois abusé, mais des fois, ça a aussi amené vraiment des très très bonnes choses. Et aujourd'hui, je me demande comment est-ce qu'en tant que chrétien contemporain, on peut avoir cette réciprocité les uns envers les autres, par rapport à notre travail. Peut-être que c'est défriché comme les moines irlandais du 5e siècle, mais peut-être c'est simplement dans notre travail. Est-ce qu'on arrive à collaborer entre nous pour être une bénédiction non seulement pour les gens de la communauté, mais aussi pour la société dans son ensemble, et sans vouloir créer des bulles, mais au contraire créer des ponts. Et voilà, je laisse un peu cette réflexion de se dire, ok, en tant que communauté, il n'y a pas que moi et mon travail et l'argent que je donne, que je gagne grâce à mon travail, mais aussi comment est-ce qu'à travers mon travail, j'arrive à créer des réciprocités avec les autres personnes. Je l'ancre dans ce que tu as dit au tout début, cette idée d'être une bénédiction. Et je pense que, encore une fois, on le voit dans le récit de la Genèse, faites quelque chose avec ce jardin d'Éden. On le voit dans le message de Jésus-Christ, qui dit « Vous êtes sel et lumière du monde. Je vous ai placé à un endroit pour que vous ayez de la saveur, pour que vous puissiez apporter quelque chose à ce monde. » Et pour rebondir sur ce qu'on disait avant, cette dichotomie doit s'arrêter. C'est quand il dit « Vous êtes sel et lumière du monde », il ne dit pas seulement spirituellement. Il ne dit pas simplement au niveau de votre intellect et au niveau de votre message, mais il dit vraiment dans qui vous êtes, dans ce que vous faites. Vous êtes sel et lumière du monde. Et je pense que justement, les pères du désert, et puis par la suite, l'intention monastique, en tout cas, était celle-ci, de pouvoir être des lieux de bénédiction. Et des lieux de bénédiction qui incarnaient la bénédiction, pas juste qui proclamaient la bénédiction, mais qui incarnaient la bénédiction. Des lieux refuges, des lieux de formation. Pendant longtemps, il n'y avait pas le système scolaire tel qu'on le connaît maintenant, puis c'était des religieux qui pouvaient t'assurer une certaine connaissance, qui pouvaient accompagner tes enfants. Alors c'était aussi moyennant des frais, enfin tout n'était pas parfait là-dedans, mais il y avait quand même cette réalité des lieux qui formaient, qui accompagnaient. Il y avait toute cette réalité de l'agriculture, toute cette réalité de devenir des ressources en fait pour des lieux. Et dans ce que tu donnes, notamment à partir du 9e siècle, cette idée d'être dédié à un lieu, pour moi c'est aussi quelque chose de très très important aujourd'hui de redécouvrir. C'est qu'en tant que chrétien, j'en sais rien si tu vis dans le quartier X simplement, mais en fait, est-ce que tu penses que tu peux être une bénédiction pour le quartier X? Qu'importe le temps que tu vas rester. Est-ce que tu as envie en fait pour cette mini-communauté, un quartier c'est une mini-communauté, est-ce que tu as envie de tisser du lien là-dedans? Est-ce que tu as envie d'être un repère là-dedans? Est-ce que tu as envie d'être une lumière là-dedans? Et encore une fois, pas simplement en mettant des stickers sur ta porte qui disent que Jésus est bon, mais aussi en incarnant, en travaillant, en collaborant, en allant à la rencontre, en étant un lieu ressource, en étant un lieu refuge. Et tout ça, pour moi, c'est aussi comprendre notre travail, même à un niveau très très individuel, notre présence, je dirais même, cette fameuse présence non anxieuse, d'être une présence bénissante, d'être une présence pour le bien de là où je me situe. Et maintenant, à un niveau professionnel, c'est la même question. Si mon boulot, c'est d'être Uber Eats, de distribuer la nourriture Uber, au travers d'Uber, mais est-ce que je peux être une bénédiction là-dedans? Est-ce que je peux... Moi, on a un gars dans l'église qui conduit les transports publics.
est-ce qu'il peut être une bénédiction simplement en tant que chauffeur? Et c'était fou de parler avec lui, puis de voir comment lui, le regard qu'il a sur la ville, le fait qu'il est constamment dans les rues, il voit les gens qui sont dans le stress, il dit tout type de personnes qui rentrent dans mon bus, comment est-ce que je peux être une bénédiction pour eux? Comment est-ce que je peux prier pour eux? Comment est-ce que je peux me tenir? Et encore une fois, c'est pas prier à voix haute et puis s'imposer dans sa foi aux autres, mais juste réaliser, j'ai une place particulière en fait. Ouais. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, quand on pense au bien commun, c'est peut-être les prémices de la réflexion devraient être là. Et après, je crois qu'on doit réfléchir plus largement quel est le bien que mon métier apporte à mon environnement. À fond. Et à la société dans son ensemble. C'est ça. Vraiment. Ouais. À fond. Mais trop bien. Je crois on va clore avec ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que tu disais aussi de quelles sont les motivations et puis quels sont les fruits finalement de ce qu'on fait. Et du coup, voilà, on vous encourage simplement à être curieux aussi par rapport à ça dans votre travail, de peut-être comprendre un petit peu, je vais utiliser un gros mot, mais un petit peu le système dans lequel on est. Et du coup, aussi simplement de manière peut-être un peu plus introspective, en fait, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et quel sens est-ce que j'apporte à ça mais je crois que la Bible a aussi des réponses. Et aussi quelques références peut-être pour finir. Je crois ce petit livre dont je parlais avant, donc de Jacques Ellul, Pourquoi travaillons-nous, donc aux éditions de la Table Ronde, vraiment trop bien. Aussi à lire dans un contexte de la France des années 60-70 justement. Et puis aussi cet autre livre dont je parlais avant de Éloge du carburateur, donc ça c'est le titre en français, c'est Matthew quelque chose, je me rappelle plus de son nom, mais si vous cherchez, googlez Éloge du carburateur, c'est vraiment cool. Si vous voulez lire le livre Bullshit Jobs, peut-être, why not? Moi, je sais pas encore si je vais le faire, mais ça peut donner une lecture en tout cas intéressante, on va dire plus collective et vraiment du système dans son ensemble. De mon côté, si des gens veulent avoir aussi cette perspective, peut-être un petit peu en finir avec cette dichotomie, peut-être aussi la notion d'appel, vocation au niveau professionnel, la notion de mandat culturel, je pense que Garden City de John Mark Comer est très très bien à ce niveau-là. Il reprend vraiment ce projet initial et puis le mandat qu'on avait et puis comment est-ce qu'on le développe et on le vit. Il aborde d'autres choses aussi, mais ça c'est quand même une des trames de fond principales du livre, donc une bonne recommandation. Trop bien, merci. Et puis, du coup, à bientôt. Yes, à bientôt. Merci Seb. Ciao.